Bonjour et bienvenue sur le plateau de la pêche en question. Si je vous dis caviar, vous allez penser sans doute produit de luxe, mais aussi produit d'importation de Russie ou d'Iran. Mais force est de constater que depuis quelques années, la géopolitique du caviar a changé. Aujourd'hui, quand on parle caviar, on parle de Chine, on parle d'Italie et de France. Oui, de France. La France est devenue l'un des principaux pays producteurs de caviar au monde. Mais pour arriver à cette position sur la planète caviar, ce n'a pas été facile. Nous verrons cela tout à l'heure avec nos invités. Mais avant cela, l'équipe de la pêche en question s'est plongée dans cet univers de luxe et de raffinement à la française. Voyez plutôt. Le caviar, ces œufs d'esturgeon que l'on rêve de déguster, mais que bien souvent, on se contente de regarder. À l'origine, il était produit en Iran, puis autour de la mer Caspienne, en Russie notamment. Et puis la ressource a disparu, victime de la surpêche. Âgé de plus de 250 millions d'années, l'esturgeon sauvage est devenu une espèce protégée depuis 1998. Aujourd'hui, le caviar sévruga, ossiètre ou beluga est exclusivement d'élevage. La production mondiale est estimée cette année à 150 tonnes et provient des quelques 70 fermes aquacoles éparpillées un peu partout dans le monde. Le caviar de beluga, même d'élevage, reste encore le plus cher de tous. À 10 000 € le kilo, le caviar n'est pas un produit de consommation courante et son prix ne consiste pas tant en son origine, mais en son élaboration. Plus il est travaillé, et plus il est cher. C'est Armen Petrosian qui le dit, et il sait de quoi il parle. Héritier de la plus ancienne maison de caviar en activité, il est la mémoire vive de ce petit grain de folie noire. Son métier consiste à sélectionner la meilleure matière première, puis à l'affiner pour la sublimer. Oui, pas mal, mais il y a un tout petit goût poisson derrière. Oui, je lui reprocherais le petit goût de poisson, la texture un peu trop pâteuse. Ouais, il les détache pas bien. Ça, c'est celui-là que j'ai goûté. Ces deux-là, ils sont très bien. Et celui-là, je n'ai pas goûté, celui-là. Il colle un peu, celui-là. C'est en fait une comparaison assez proche de celle que l'on a pour un vin, quand on a, à partir d'un même production, par exemple, de champagne, on va faire une grande cuvée et on va faire un champagne sans année. Au sein d'un même élevage, dans le même endroit, dans la même espèce d'esturgeon, vous avez une variabilité des œufs. Pourquoi on a cette variabilité des œufs? Parce qu'en fait, l'esturgeon est un poisson complexe, avec une génétique compliquée, qui fait que d'un esturgeon à l'autre, on a une variation de l'œuf, de sa texture, et je dis bien au sein d'une même espèce. Voilà. Vous avez un produit, là, on va regarder sa texture. Je vais évidemment essayer d'apprécier comment se comporte le grain. Vous voyez, il est quand même assez élastique, il a une bonne texture et il est bien plein de jus, et ça se voit. Ça permet d'apprécier que c'est un caviar qui a une belle fermeté, un grain qui est rond, qui est bien ferme, qui est luisant. Vous voyez, c'est important, c'est la couleur, pas la couleur intrinsèque, c'est la brillance du caviar. Ah oui, il y a une belle odeur. Ah, ça, il mériterait avoir plus de temps là, parce que là, il y a encore un peu doux. Ouais. Il a la bonne fermeté. Reconnaître les différentes saveurs de ces œufs n'est pas donné à tout le monde. Ceux qui le font ont des contrats de travail bien verrouillés. Ils ne peuvent en aucun cas rejoindre un autre établissement. Ici, la notion de clause de concurrence est incontournable. C'est comme en religion, on rentre à un moment et on en sort à sa retraite. Vous savez, il n'y a pas de milieu. On a un métier, on a un savoir-faire, une connaissance. Il n'y a même pas 7-8 personnes dans le monde qui connaissent notre métier, comme nous on le connaît. Moi j'ai formé 3 personnes. Écoutez. Vous avez entendu? Est-ce que vous l'avez entendu? Le caviar qui chante. Alors on se moque de moi, mais... Oui, c'est ce petit bruit de succion. Ça, c'est un signe de qualité de caviar. Aujourd'hui, Armen Petrosian se fournit en œufs d'esturgeon partout dans le monde, mais aussi en France, en Aquitaine exactement. Historiquement, l'esturgeon européen a toujours vécu en Dordogne et dans l'estuaire de la Gironde. Parmi la vingtaine d'espèces existantes, le sturio venait de l'océan Atlantique pour pondre ici.
Le sturio, c'était l'un des esturgeons les plus impressionnants que les pêcheurs de la région ont jamais vus. Parfois plus de 5 mètres et un poids qui dépassait les 300 kilos. Mais cette espèce, on ne la trouve plus dans le milieu naturel. La surpêche a eu raison de lui. Pour trouver du sturio, il faut rendre visite à l'association Migado. Ici, on travaille à la réintroduction de l'espèce. Donc je vais vous en montrer un. Voilà, c'est des poissons qui grandissent assez vite. Voilà, donc ceux-ci sont nés il y a presque un an, en juin dernier. Donc c'est l'espèce Sturio, Aciphenser sturio, c'est l'esturgeon européen qui était historiquement présente dans le bassin Garonne-Dordogne. Le sturio va rester ici jusqu'à sa maturation sexuelle. 15 ans si c'est une femelle et 10 ans pour un mâle. Plus ils grandissent et plus les installations prennent de l'ampleur. Jusqu'à la phase cruciale de la reproduction, elle se passe un peu plus loin, dans ce grand bâtiment totalement interdit d'accès. À l'intérieur, c'est l'obscurité totale. Pas une seule lumière ne doit pénétrer. Et la présence de l'homme doit être réduite au minimum. C'est des poissons qui stressent énormément dès qu'il y a du passage, dès qu'on allume la lumière. Donc on évite au maximum de rentrer, surtout avant les reproductions. Et là, on s'approche de la période de reproduction, donc on essaye de les stresser le moins possible. Une fois la ponte obtenue, Vanessa va relâcher près de 600 000 esturgeons dans l'estuaire de la Gironde. Des poissons qui viennent d'avoir 3 jours seulement. À ce moment de leur vie, on estime que 90% de ces jeunes poissons vont mourir. Mais il est impératif de les insérer très tôt dans le milieu. Plus on les lâche jeunes, et plus les esturgeons vont s'imprégner de l'odeur de l'eau dans laquelle ils ont été immergés. 15 ans plus tard, ils retrouveront leur chemin pour revenir dans ces mêmes eaux et se reproduire à leur tour. En attendant de trouver de nouveau des esturgeons dans leur milieu naturel, les producteurs de caviar élèvent leurs propres esturgeons dans des piscicultures. Nous sommes en Gironde, à 1 heure de Bordeaux. Ici, les terres sont nombreuses pour le monde agricole. Mais parfois, les étendues d'herbe font de temps en temps place aux étendues d'eau. Des piscicultures, exactement. À l'intérieur, des esturgeons. Il y en a 50 000, rien qu'ici. Est-ce que c'est plus facile de couper un bassin? Thierry Mounier, le responsable du site, est chargé de faire découvrir le poisson à des invités triés sur le volet. Comme Julien Fournier, il est acheteur pour une grande surface en Gironde. On s'est intéressé justement à ce produit puisqu'on cherche à diversifier un peu notre offre et d'avoir des produits locaux à diffuser dans nos magasins. Et notamment le caviar d'Aquitaine. Et donc, par les relations qu'on a avec les fournisseurs, certains fournisseurs, on a demandé à visiter un petit peu ce site, leur production et leur travail. Voilà. Donc c'est ça, c'est un esturgeon. C'est difficilement... on peut pas trop le confondre avec la carpe. Hein. Ouais, je suis d'accord. ça ressemble pas vraiment. Celui-là, il est pas mal. Ouais. Donc en fait, ils n'ont pas d'écailles, ils ont juste des écussons là sur le dos. Ils ont 5 lignes d'écussons, quoi. Une sur le dos, une de chaque côté et deux sur le ventre de chaque côté aussi. Au niveau parasitaire, ils en ont un peu? Pas trop, non. On surveille, mais franchement, généralement, il n'y a pas besoin, quoi. Donc c'est un poisson qui mange sur le fond, ouais. Avec sa bouche spéciale aspiration. Et ça mange quoi? Dans la nature, c'est omnivore, donc ça mange des vers, des petits crustacés, des petits poissons, un peu de tout, quelques végétaux s'il en trouve. Un esturgeon femelle met en moyenne 8 ans après avoir été fécondé pour fabriquer des œufs. 8 longues années où les pisciculteurs vont devoir leur apporter une attention de tous les instants. Ils contrôlent la qualité et la température de l'eau plusieurs fois par jour. Des courants artificiels sont recréés.
il n'y a que la nourriture qui change, avec un concentré de protéines bien plus important que dans le milieu naturel. Ici, Thierry Mounier va leur présenter une autre race d'esturgeons qui donne des œufs différents. Il est un peu maigrichon, hein, mais... On les avait sélectionnés au départ parce qu'ils donnent des œufs vraiment très clairs. Donc ça, c'est super intéressant pour nous. C'est des œufs qui sont un peu plus gros, plus clairs et plus fermes. Donc c'est, voilà, il y a un vrai plus par rapport aux autres, quoi. C'est pour ça que ça vaut plus cher aussi, hein. Le sexe du poisson, il est déterminé à l'âge de 3 ans. Ici ne seront gardées que les femelles. Voici leur point de chute, un bâtiment austère où personne ne devinera qu'il y a des millions d'euros ici, en caviar. La délégation d'acheteurs va découvrir à présent comment on fabrique les fameux petits œufs noirs. On passe à l'éviscération. Donc là, l'objectif, c'est d'ouvrir l'esturgeon de manière à rendre accessibles les gonades. Donc les gonades, c'est 2 poumons noirs, hein, voilà, remplis d'œufs. Après la récupération des œufs, c'est maintenant l'étape essentielle de la fabrication du caviar, l'assemblage. Tous les poissons ne font pas des œufs de même taille ou de même couleur. Il faut alors les répartir selon leur grosseur et leur nuance de gris et de noir. Le travail sur des échantillons est minutieux, car une boîte doit avoir des œufs homogènes et ne pas ressembler à un patchwork. Vient ensuite le tamis. Pour les nettoyer, il faut avoir le geste sûr et ne pas écraser les œufs. Pour Julien Fournier, la démonstration d'une procédure 100% manuelle est étonnante. Je ne savais pas qu'il y avait autant de manipulation de la main de l'homme. Voilà, ça c'est vraiment une découverte. Et c'est beau d'avoir cette expérience, cette expertise de la fabrication du caviar et d'avoir ça en Aquitaine. C'est sympa de découvrir ça. Les acheteurs vont d'abord goûter les œufs qui viennent de sortir du ventre du poisson. En cru comme ça. En extra. Puis même pas salé. Donc c'est des œufs là, voilà. C'est du grain. Alors il manque la partie salée. On n'a pas l'habitude de... Quand c'est brut comme ça, on s'y attend. Là, on s'y attend pas. Là. Oui. Les œufs sont donc salés. C'est la phase cruciale, car trop de sel et le lot entier peut partir à la poubelle. Dans cette bassine, c'est l'équivalent du prix d'une voiture moyenne. La quantité de sel, seuls 7 hommes et une assistante en connaissent les proportions. La méthode de calcul est classée secret défense. Et l'homme qui s'en occupe a plus de 30 ans d'expérience. Sa façon de le mélanger a aussi son importance. Aucune machine ne peut le remplacer. Je suis impressionné par la précision de la personne qui, en une spatule, arrive au milligramme près. C'est exactement chirurgical, précision chirurgicale. Des poissons qui mettent des années avant d'avoir des œufs, une fabrication 100% manuelle, les acheteurs du jour sont conquis par le produit. Mais le caviar n'est pas seulement réservé aux établissements de luxe. Certains essayent d'ailleurs de le démocratiser. Sébastien est commercial. Après les visites des piscicultures et du laboratoire, c'est à lui de concrétiser avec les centres commerciaux. Il a rendez-vous avec le responsable traiteur d'une grande surface. Il y a une demande. On reste quand même sur une consommation relativement festive, mais de plus en plus à l'année pour des opérations Saint-Valentin, Pâques, les consommateurs se laissent aller à se faire un petit plaisir, parce qu'aujourd'hui on trouve du caviar d'Aquitaine à partir de 10 € pour 2 personnes. Et c'est du vrai caviar. Et c'est du vrai caviar d'Aquitaine. Du caviar dans les supermarchés à 10 €. Mais c'est uniquement pour les grandes surfaces de la région. Sébastien distribue directement ses produits aux grandes surfaces sans passer par les 3 ou 4 intermédiaires. Des économies que l'on retrouve sur les prix. Dans cet établissement, trouver du caviar, c'est un peu comme une chasse au trésor. Il n'est pas dans le rayon poissonnerie, mais du côté de la charcuterie, avec le foie gras. Le consommateur a l'habitude de le trouver avec la truffe, le foie gras et le caviar. Vraiment les produits d'exception, produits de grande tradition gastronomique française.
Mais voilà, on l'a habitué comme ça et c'est important qu'il ait ses repères et qu'il puisse retrouver ses produits en dehors de Noël, au même endroit et avec le même lien, Pâques, foie gras et caviar. Monsieur, est-ce que vous saviez qu'on avait du caviar régional à 45 minutes au producteur où il est d'ici? Pour mettre en valeur le produit, on parle surtout de terroir et de proximité des producteurs. Mais pour le client, un caviar à petit prix, c'est avant tout une bonne affaire. On a un produit à moins de 10 €. Et après, ça part à 19,90, 28,90. On a des boîtes de 100 grammes à 59,90. Sébastien n'est pas seulement venu leur parler de caviar. Il a aussi apporté ses produits à base d'esturgeon. Voilà, l'esturgeon fumé, ça à goûter, vous allez voir, c'est top, c'est topissime. C'est vraiment le vrai goût du poisson fumé comme on le fait en Scandinavie, c'est fabuleux. Fabuleux. Ça, c'est une nouveauté, ça. Ouais, voilà, on va lancer ça avec un suremballage fourreau, une rillette d'esturgeon au piment d'Espelette. Vous n'aviez parlé de ça, oui. C'est ça. Je me souviens très bien. Et puis pour l'apéritif cocktail, puisque bon, on sort un velouté d'esturgeon au potiron. Voilà, ouais, très sympa. Avec les pavés d'esturgeon, il y en a maintenant pour tous les goûts. Nous sommes de retour au laboratoire où sont extraits les œufs des poissons. L'esturgeon, une fois vidé, est à son tour travaillé et l'on découvre que c'est un poisson très rentable. Les nageoires, après, c'est bouilli, c'est mixé, c'est fait par une autre société. Et après, ça donne de la colle, un genre d'enduit transparent, assez résistant. Et notamment, on a longtemps eu le Louvre dans nos clients. C'est ce qu'ils utilisaient pour la récupération des tableaux. Donc rien ne se perd. Hein. Rien ne se perd. Alors, il faut savoir que le deuxième nom de l'esturgeon, c'est le cochon de la mer. De la queue aux nageoires, en passant par les arêtes, tout est bon à prendre dans l'esturgeon. C'est ce que pensaient les pêcheurs de la région dans les années 50, avant de découvrir que les œufs étaient ce qu'il y avait de meilleur. L'histoire dit qu'une princesse russe serait passée dans la région et leur aurait dit sacrilège, vous jetez le meilleur. Et leur aurait appris à faire du caviar. Et c'est comme ça qu'on a commencé à faire du caviar dans la région aquitaine. L'esturgeon, ici on y croit dur comme fer. Nous sommes chez le numéro 1 français des producteurs de caviar. Plus de 12 tonnes cette année, soit la moitié de la production française. Dans ses locaux flambant neufs, Laurent Dulot, le directeur de la société, a rendez-vous avec son équipe marketing. Pour lui, ces filets d'esturgeon sont un vrai pari, car les clients ne connaissent ni le goût, ni la texture, et encore moins la cuisson de ce poisson. Il va donc falloir rassurer et informer les consommateurs. Dans l'esturgeon, c'est comme dans le cochon, tout est bon. Et on valorise la peau, on valorise, on est en train de sortir un produit, voilà, je n'en dirai pas plus parce qu'il faut garder une petite avance sur nos camarades, mais on sort un produit où on valorise même le cartilage, qui jusqu'à maintenant était une des rares parties qui n'était pas encore valorisée, et évidemment le poisson qui est excellent encore une fois pour ses qualités nutritives, ben on le lance en GMS dès cette année. Pour Laurent, le conditionnement des rillettes ou des filets d'esturgeon doivent ressembler aux emballages de caviar. Il y a ce côté haut de gamme qu'il faut conserver. Le travail du marketing est donc primordial. Une équipe qui réfléchit constamment à proposer de nouveaux accessoires avec leurs produits phares, comme ces petites cuillères en nacre. Donc en fait, on a fait venir des échantillons. Hop. Donc les deux sont en nacre de coquillage et pas d'huître perlière. L'idée c'était de rester un peu là-dessus parce que tu vois... C'est pour les histoires de développement durable, c'est ça? Voilà, et puis d'esthétique aussi. Ça c'est l'huître perlière, c'est beaucoup plus brillant. Ouais, c'est un peu flashy. Ouais, voilà, par rapport à nous, ça nous ressemble un beaucoup peu vieux moins. style. C'est un milieu qui est devenu ultra concurrentiel et donc sur lequel on a besoin de se différencier. Alors il faut continuer à avoir des idées, à proposer effectivement des coffrets à nos clients, mais pas que, des nouveaux types de packaging, des nouveaux types de services, à savoir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut servir comme boisson avec le caviar, des guides. Pour se démarquer de la concurrence étrangère, la dizaine de producteurs français s'est mobilisée. Pour Marine Levadou, la directrice du CIPA, le regroupement des professions des poissons d'élevage, la démarche des producteurs français devrait porter ses fruits. Je pense que c'est ce qui est entré dans la réflexion en fait, des producteurs français d'esturgeon, c'est effectivement une mise en avant de ce savoir-faire et de la qualité du produit qui se fait au travers de la marque collective Caviar d'Aquitaine,
qui est en démarche pour obtenir une IGP, donc une indication géographique protégée, pour justement protéger l'appellation caviar d'Aquitaine, et non seulement la protéger, mais revendiquer toutes les garanties qu'elle peut apporter en matière d'espèces élevées, en matière de traçabilité, en matière de techniques d'élevage et en matière surtout de qualité et d'homogénéité du produit. Les contraintes sanitaires européennes sont très fortes pour produire un caviar, mais pour celui qui vient de Chine, c'est beaucoup plus opaque. En Chine, voilà, l'inconnu, c'est qu'on ne sait pas forcément déjà sur quelle réglementation il s'appuie et ensuite sur quelle technique d'élevage également il s'appuie. L'avantage là, avec la production française et l'IGP caviar d'Aquitaine, c'est que ce sera écrit et que ce sera contrôlé. Mais il n'y a pas que la concurrence qui pose problème. Les arnaques sur Internet font aussi du tort à la profession. Caviar pas cher Internet. Alors, typiquement un truc, ça je sais pas qui c'est. Mais voilà, caviar russe beluga 178 €. Là, clairement, je sais pas qui sont ces gens-là, mais on peut se poser des questions. 178 fois 1000, divisé donc on a dit par 678. Ça nous le met à 260 € grosso modo le kilo. C'est un produit qui est aujourd'hui entre 5 et 6 000 € le kilo, le beluga. Donc là, à 260 le kilo, il y a une méga arnaque. Je ne sais pas laquelle c'est, hein, mais... Les contrefaçons les plus courantes consistent à injecter dans des petites billes de gélatine du fumet de poisson. La couleur noire est obtenue avec de l'encre de sèche. Parfois, il peut s'agir d'un simple déstockage. Le caviar étant un produit périssable, à ce tarif-là, c'est qu'il doit dépasser la date limite de consommation depuis un bon moment. Et le caviar vieux, il a des défauts. D'abord, il est huileux. La plupart du temps, il a des odeurs et des goûts de poisson. Il est acide, il est amer. Il n'y a pas de miracle. Un bon produit, ça c'est une règle d'or. Un bon produit, et surtout quand tout est fait à la main comme ça, un bon produit est forcément cher. Du caviar d'Aquitaine, quand on travaille dans un grand restaurant à Bordeaux, pas besoin d'aller sur le net pour en trouver. Aujourd'hui, le chef étoilé Denis Franc travaille une nouvelle recette pour sa carte. Et une entrée au caviar, cela demande réflexion. Ce que j'aime, c'est sa subtilité, c'est sa finesse, c'est son goût particulier, son goût qu'on ne trouve nulle part ailleurs, son goût d'iode, mais qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Parce que de l'iode, on la trouve dans le rouget, ce n'est pas la même dans l'huître, ce n'est pas la même dans le caviar. C'est ça qui m'intéresse, c'est que le caviar a vraiment, en dehors du fait que c'est un produit qui soit très noble, certes, il nous aide un petit peu dans la cuisine à donner un petit peu cet air de fête que les clients recherchent et attendent, n'est-ce pas ? Mais le caviar d'Aquitaine n'a pas toujours eu les mêmes saveurs. Et on le disait vraiment moins bon que celui des ossiètres, les esturgeons de Russie. Et alors moi, je vous parle de ça, il y a une quinzaine d'années, il était vaseux le caviar, légèrement vaseux. Et puis, au fil du temps, il s'est nettement amélioré. Et je peux vous garantir que celui que je travaille, qui est le vintage, c'est vraiment la copie presque conforme de l'ossiètre. Vous avez la douceur. Vous avez ces petites billes là qui roulent, là, qui sont hyper agréables, qui sont hyper veloutées. C'est du velours. Si le chef bordelais aime son caviar d'Aquitaine, il n'est pas le seul dans la restauration. Nous sommes à Paris dans le célèbre restaurant Prunier, au décor inchangé depuis 1925. Un des précurseurs du caviar dans la capitale. Ici, on cuisine l'or noir à toutes les sauces et on s'approvisionne partout dans le monde. Et surtout en Aquitaine. Et pas besoin d'en mettre beaucoup dans l'assiette, le goût est suffisamment puissant dans la bouche. Pour un plat ou une entrée, un entrée pour compter 15 grammes de caviar et un plat, pour vraiment goûter le caviar avec le plat, il faut quand même compter dans les 30 grammes de caviar par personne. Sur les 150 tonnes de production mondiale de caviar, la France en produit environ 23 tonnes par an, soit 20 millions d'euros de chiffre d'affaires et une centaine d'emplois. La filière française exporte 50% de sa production, deuxième derrière l'Italie qui a longtemps été le premier producteur mondial de caviar,
elle est aujourd'hui reléguée au 3e rang. La Chine, quant à elle, est devenue leader sur ce marché. Retour sur le plateau de la pêche en question. Laissez-moi vous présenter nos invités. Michel Berthomier, vous élevez des esturgeons en Aquitaine. Vous êtes également président du syndicat français d'aquaculture marine. Patrick Villiot, vous êtes l'un des spécialistes, j'allais dire l'un des rares spécialistes français de l'esturgeon. Vous êtes aujourd'hui consultant pour des entreprises du secteur. On en a vu une d'ailleurs à l'image tout à l'heure. Raphaël Bouchès, vous êtes directeur général de Caviari. Alors c'est une des entreprises références en matière de négoce de caviar en France. Alors Michel Berthomier, je voudrais que vous nous expliquiez comment on en est arrivé là. Comment, en quelques années, la France est devenue le 3e producteur mondial de caviar. Il s'est passé quelque chose au début des années 2000, 2005-2007 ? Alors avant ça, Patrick Villiot, qui est à nos côtés aujourd'hui, en parlerait infiniment mieux que moi, puisqu'en fait l'aventure de la filière, elle est venue dans le sillage des travaux des scientifiques français. Et le sujet que vous nous avez montré le précise de façon extrêmement claire. C'est effectivement les travaux de recherche sur l'esturgeon sauvage de l'estuaire qui a conduit d'abord à l'importation donc de l'esturgeon sibérien, qui est le poisson le plus élevé, l'esturgeon le plus élevé en France, et ensuite donc la multiplication des entreprises jusqu'à cette place de numéro 1 production mondiale dans les années 2005. Mais l'origine, elle remonte dans les années 90, voire un peu 1990, pour la partie élevage aquacole. Mais ce qui vous a quand même bien arrangé, c'est cette décision onusienne d'interdiction des exportations des caviars historiques, c'est-à-dire ceux de la Caspienne. Alors, je ne sais pas si le terme arrangé est le terme juste. Ce sur quoi j'insiste systématiquement, c'est pour dire que nos investissements, ils sont bien antérieurs à cette décision CITES qui est arrivée. Les premiers quotas, c'est 1999, et la décision d'interdiction est arrivée en 2007. Nos fermes, nos élevages, les sturgeonnières, c'est fin des années 80, début des années 90. Alors il faut rappeler, la CITES, c'est un organisme onusien qui gère toutes les problématiques liées aux animaux sauvages en voie de disparition. Voilà, c'est la Convention de Washington qui, pour l'application de l'esturgeon, veille au respect des échanges internationaux sur ces espèces qui sont réputées menacées en voie de disparition. Patrick Villiot, des esturgeons, il y en a toujours eu dans l'estuaire de la Gironde ? Il y en a toujours eu, mais plus ou moins. C'est-à-dire ? Et il y en a toujours eu beaucoup jusqu'au début du XXe siècle. Et puis, période à partir des années 1920, à partir de laquelle il y a eu une pêche très intensive, liée avec une dégradation des milieux dans lesquels se reproduisent ces animaux, donc le cours moyen ou haut des fleuves, des grands fleuves, et qui a amené une diminution, un déclin dramatique des populations d'esturgeons. Quand vous dites on en a trop pêché, ça veut dire qu'à l'époque déjà, on pensait caviar ou pas ? On les a trop pêchés même avant que l'on pense caviar. On a retrouvé des textes datant de 2 ou 3 siècles où toutes les classes d'âge des esturgeons étaient autorisées à la pêche, si vous voulez. Mais ça s'est accéléré dès lors qu'on a cherché à les exploiter pour le caviar, bien sûr. Raphaël Bouchès, ça a dû avoir l'effet d'un séisme pour une maison comme la vôtre, maison familiale, historique, référence dans le domaine du caviar, de ne plus pouvoir se fournir sur les rives de la Caspienne et de se retourner vers le caviar d'élevage, parce que ce n'est pas le même produit. Un séisme, c'est un bien grand mot. Non, on a juste réadapté notre business model à la nouvelle donne du caviar d'élevage. Mais pour nous, ça a été un gros challenge parce que, ayant travaillé pendant des années sur les approvisionnements de la Caspienne, ça a été un vrai casse-tête de retrouver les bons élevages, les bonnes espèces, de pouvoir reconstituer des gammes qui puissent répondre à notre clientèle. Aujourd'hui,
la part de caviar d'élevage chez vous, c'est 100%? 100%. Ou on peut trouver quand même... Non, 100% de caviar d'élevage. Caviar, on ne parle plus de caviar sauvage. J'aurais votre sentiment d'ailleurs sur la fin de ce reportage. On voyait sur Internet des caviars à des prix défiant toute concurrence, par lot, par dizaines de boîtes. Il vient d'où ce caviar? D'abord, est-ce que c'est du caviar qui est à l'intérieur des boîtes? Mais comme le disait votre reportage, on ne sait jamais ce qu'il y a dans les boîtes. Mais je pense que le consommateur aujourd'hui est de plus en plus averti. Parce que l'information circule de plus en plus, l'éducation du consommateur se fait de plus en plus. Donc je pense que tous ces sites avec des produits, on va dire, de contrefaçon, des produits avec du caviar de basse qualité, mais surtout des produits de contrefaçon, fonctionnent de moins en moins. Parce que le consommateur a quand même une information globale sur les élevages, sur les produits, et se retourne vers les maisons référentes pour leurs achats. Michel Berthomier, je voudrais qu'on revienne un petit peu en arrière. Il y a quelques années, vous vous êtes lancé dans le caviar il y a combien de temps? Alors, je crois qu'avant de parler de lancer dans le caviar, en tout cas pour la filière française, il faut se rappeler que dans le début des années 90, quand on s'est effectivement lancé dans la production de l'esturgeon, c'était pour la valorisation de la chair. Le caviar, ça a été une conséquence de l'élevage d'esturgeons pour la chair et à l'origine, donc il y a maintenant 25 ans. On mangeait de l'esturgeon. À l'origine, nos prédécesseurs se sont lancés dans ces travaux pour la valorisation de la chair. On le mangeait sous quelle forme, l'esturgeon? Alors, on le mangeait sous différentes formes. Je pense que, en tout cas, les habitudes alimentaires sur ce type de produit étaient évidemment beaucoup plus importantes dans l'Est de l'Europe et dans les pays, traditionnellement producteurs qu'en France. Et c'était un pari lié à ce qu'on observait déjà de la décroissance de la ressource marine, en se disant l'aquaculture est très vraisemblablement la richesse et l'opportunité de demain, et l'esturgeon pourrait être un modèle intéressant parce que sa chair est de qualité, elle est blanche et sans arête, et qu'elle convient à un certain nombre de marchés. Alors vous êtes lancé dans cette aventure il y a combien de temps? Alors moi, j'ai commencé à élever des esturgeons en 1995, il y a 20 ans. Et à l'époque, encore une fois, on commençait à imaginer que peut-être un jour nous aurions des femelles en mesure de produire du caviar, mais il faut bien se rappeler qu'en 1995, il y avait peu ou pas de problématique de fourniture auprès des pays traditionnellement, historiquement producteurs. C'est-à-dire vous produisiez éventuellement du caviar, sachant que de toute façon le marché était déjà complètement verrouillé par les caviars sauvages de la Caspienne. Les premiers grains de caviar d'aquaculture en France, c'est dans ces années-là, 93, 95, et à l'époque, quand on parlait de la commercialisation de ce qu'on imaginait peut-être être des caviars aux gens qui étaient les commerçants de caviar, personne n'y croyait. Encore une fois, on était 10 années ou 12 années avant les grosses problématiques et les décisions d'interdiction de la CITES. Et donc, finalement, ça paraissait plus original qu'autre chose que d'imaginer que nous pourrions un jour proposer à des acheteurs ou à des consommateurs de caviar un produit issu d'aquaculture. On va revenir sur ces premières livraisons de caviar dans un instant, mais Patrick Villot, moi je voudrais que vous nous expliquiez un petit peu la génétique et en tout cas la façon d'élever des esturgeons, parce que c'est pas comme d'autres productions, ça se fait pas d'un claquement de doigts. Quelqu'un qui se lance dans cet univers, il investit, mais il investit sur le long terme. Il faut combien de temps pour obtenir un esturgeon femelle prêt à être utilisé, si je puis dire? Ça dépend des espèces et des conditions d'élevage, la température étant l'un des facteurs clés. Mais en moyenne? Avec l'alimentation, bien sûr. En moyenne, les poissons, selon les espèces, la puberté pour une femelle, ça sera au minimum 5 ans. C'est vrai pour le sterlet, un petit esturgeon d'eau douce, que l'on retrouve dans toute l'Europe centrale et jusqu'en Extrême-Orient russe, mais jusqu'à une quinzaine d'années, probablement pour des belugas, et dans des bonnes conditions d'élevage. Donc voilà, c'est toute la gamme. Voilà. La moyenne étant, le reportage l'indique, aux alentours de 7-8 ans à peu près, quoi, pour cette espèce qui est élevée à l'heure actuelle en France. Et alors c'est un élevage très compliqué, il y a beaucoup de techniques, beaucoup de technologies, on parle d'échographie notamment, de choses comme ça. Les éleveurs ont été amenés, ainsi que la recherche, à essayer d'imaginer tout un tas de méthodes pour essayer de perturber le moins possible les animaux.
Vous imaginez bien qu'une bête qui est élevée pendant 7 ou 8 ans, le moins on lui fera subir d'agression, y compris une petite ouverture pour contrôler la taille, par exemple, ou le développement des ovaires, vaut mieux ne pas le faire et utiliser des technologies modernes qui sont utilisées chez tous les autres animaux, y compris l'homme. Donc l'échographie est une technique largement vulgarisée maintenant chez les éleveurs pour déterminer le sexe aux environs de 2 ou 3 ans pour ces animaux. Alors pardonnez-moi cette question, mais est-ce qu'il n'y a pas un peu de cinéma aussi autour de tout ça? Quand on voit par exemple des esturgeons élevés dans des bâtiments, on nous dit il ne faut pas de lumière, il ne faut pas de contact de l'homme. Je suis désolé, un esturgeon dans un bassin, il voit quand même la lumière quand il est dans l'eau. Alors il y a 2 choses là. Ce qui a été dit, c'était la partie de conservation pour l'espèce indigène, si vous voulez. Donc là, les gens, ils prennent un peu plus de précautions, si vous voulez, un surcroît de précautions, si j'ose dire. Mais on sait qu'en général, les esturgeons sont plutôt réticents à la lumière directe. Donc même pour l'élevage, c'est intéressant parfois d'avoir des ombrières, par exemple. Donc ce sont des précautions assez légitimes et des adaptations vis-à-vis de l'écologie ou de la réaction des animaux qu'il faut prendre. Raphaël Bouchèze, moi je voudrais qu'on revienne justement à ce que disait tout à l'heure Michel Berthomé sur les premières livraisons de caviar d'Aquitaine. Que n'a-t-on lu, entendu, écrit sur ce caviar d'Aquitaine? Alors, pratiquement au début, je crois Michel Berthomé, vous ne me démentirez pas, les producteurs n'avaient que des ennemis. On parlait de ce goût de vase. Vous vous souvenez, vous, la première fois, vous avez goûté ce caviar d'Aquitaine? Je m'en souviens bien, c'était en 96. Et alors, c'était comment? Alors, c'est vrai que c'était des caviars qui étaient très, très difficiles à manger, parce qu'il y avait justement ce goût de vase. Mais bon, depuis, on a quand même vu les efforts qui ont été faits, justement, dans les élevages, dans les méthodes de production, dans les méthodes d'affinage, dans les méthodes... Enfin, il y a tout un tas de procédures qui ont été mises en place. Et nous, chez Caviari, on s'est vertu à travailler avec des élevages qui, chaque jour, améliorent leur qualité et recherchent à se rapprocher de plus en plus des qualités qu'on pouvait trouver dans le sauvage. On ne retrouvera jamais ces qualités, mais le caviar d'élevage, aujourd'hui, a une qualité, des qualités selon les espèces qui sont exceptionnelles. Alors, Michel Berthomé, c'était dû à quoi ce goût de vase? Est-ce que vous compreniez à l'époque les critiques des professionnels, ou est-ce que ça vous paraissait une sorte d'être du niveau du protectionnisme en disant bah oui, ils ont leur marché, ils ne veulent pas nous voir arriver dans ce marché? Alors, bon, il y avait 2 choses. Il est incontestable qu'effectivement, à l'époque, il y avait une forme de méfiance, pour ne pas dire de défiance. Et il est vrai aussi, mais j'allais dire comme n'importe quelle production qui démarre, qu'il y avait la nécessité d'amélioration. Alors évidemment, dans le sud-ouest, on a été les premiers à faire du caviar issu de poissons élevés. Donc on a essuyé les plâtres. Et la plupart de nos collègues d'autres pays aujourd'hui qui nous ont emboîté le pas ont bénéficié de ce que l'on avait pu mettre en place pour améliorer. Alors ensuite, il y a une chose qui est réelle en matière de caviar, c'est que bien souvent les gens qui commentent ont beaucoup de difficultés à qualifier les choses. Alors effectivement, on entend souvent parler de vase, c'est presque, j'ai envie de dire, un terme générique. Bien souvent, quand les gens ont dans l'esprit la vase, il s'agit plutôt généralement de goût de terre. Alors aujourd'hui, on sait assez bien identifier ces phénomènes. C'était dû à quoi? Alors, c'est dû, ce sont généralement des proliférations, la plupart du temps bactériennes, qui se développent dans un milieu favorable, plutôt des températures élevées, voire effectivement un support d'algues, mais que l'on ne voit pas à l'œil nu. Donc aujourd'hui, un certain nombre d'analyses physico-chimiques de l'eau permettent de déceler si oui ou non on est en présence d'un support propice à ce risque de goût parasite. Voilà. Donc on maîtrise de mieux en mieux. Il y a effectivement tout un tas de systèmes qui peuvent permettre d'en être la parade. Mais l'idée simple selon laquelle il suffirait de placer les poissons dans une eau de cette nature ou dans une eau de cette nature-là et on aurait ou pas le problème de goût parasite est une idée effectivement à balayer, parce que c'est pas aussi simple, c'est beaucoup plus compliqué que cela. Patrick Villiot, il y a eu des analyses faites dans certaines fermes où on nous dit que finalement, l'eau qui rentre dans les bassins ressort encore plus propre après avoir été au contact des esturgeons. C'est de la com ou il y a une réalité scientifique?
Ça peut être une réalité. Les poissons sont comme tous les animaux, ils produisent des excréments et ils urinent. Donc si vous mettez en aval des bassins d'élevage, des processus d'épuration nécessaires, comme on le fait pour d'autres animaux et pour les hommes aussi, mais ça peut se faire, ça peut s'envisager. Il y a des élevages qui fonctionnent en circuit fermé. C'est le cas de l'élevage de Michel Berthomier. Et en sortie, vous n'avez quasiment aucun déchet, si vous voulez. Il y en a une petite partie, mais qui est traitée par des bassins d'épuration où ils font pousser des roseaux ou autres. Donc, on peut effectivement envisager des élevages où l'eau à la sortie est quasiment de la même qualité que l'eau d'entrée. Alors, je voudrais qu'on parle un peu du produit quand même. C'est quand même important, Raphaël Bouchez. Est-ce qu'on peut comparer les caviars d'élevage au caviar sauvage? Est-ce qu'il y a des similitudes ou est-ce qu'on est vraiment dans deux produits totalement opposés? Comme je le disais tout à l'heure, plus on avance dans le temps, plus les caviars d'élevage se rapprochent des qualités du sauvage. Mais on ne pourra jamais avoir à périmètre une équivalence entre un caviar sauvage, un poisson qui a vécu dans la mer pendant des années, et un esturgeon qui a vécu en bassin. Déjà, à part une ou deux espèces aujourd'hui, principalement le beluga et l'ossiètre, qui étaient des poissons de la Caspienne et qui sont reproduits aujourd'hui en élevage, la plupart des esturgeons qu'on trouve en élevage aujourd'hui n'étaient pas présents dans la Caspienne. Donc déjà, vous avez des textures, vous avez des goûts, vous avez des couleurs, vous avez plein de choses qui diffèrent et qui font qu'on a des produits différents. Mais comme je vous le disais, l'élevage a fait des pas de géant. Les qualités aujourd'hui sont tout à fait exceptionnelles. Et encore une fois, je pense que c'est surtout un travail d'éducation auprès des consommateurs qu'il faut faire au quotidien pour leur apprendre ce qu'est le caviar, parce qu'une grande partie des consommateurs ne connaît pas le caviar. Ça, on va avoir l'occasion d'en reparler. Il y a un savoir-faire historique pour préparer le caviar. On sait que certaines entreprises se sont attachées les services de spécialistes iraniens, par exemple. Est-ce que ce savoir, il se transmet aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des spécialistes français? Est-ce que, par exemple, dans une entreprise comme la vôtre, on fait appel encore à ce savoir ancestral iranien? Ou est-ce qu'on trouve des Français capables de faire ce travail? Je crois que dans chaque élevage, aujourd'hui, il y a des spécialistes. Je pense que tout le monde a appris. Évidemment, nous, on a eu de grandes années avec l'Iran, donc on a des relations privilégiées avec l'Iran. Donc il est vrai que lorsqu'on travaille avec un élevage ou nous allons dans un élevage pour développer des affaires, on essaye d'apporter notre savoir-faire. Je crois que l'association des savoir-faire est très importante, de travailler donc en étroite collaboration avec les éleveurs. Donc on a des Iraniens qui travaillent avec nous dans les élevages où nous achetons du caviar. Mais je crois que chez M. Berthomier, comme dans d'autres, il y a des spécialistes. Tout le monde sait faire du caviar aujourd'hui, enfin presque. Patrick Villot, au risque d'être politiquement incorrect, est-ce que l'économie française du caviar aujourd'hui, le business du caviar, n'est pas un business très fragile? Parce que tout ça, ça repose sur la décision de vos collègues scientifiques de la CITES qui disent plus d'exportation. Si du jour au lendemain, on se dit, finalement, ça y est, les esturgeons de la Caspienne sont revenus en nombre, on peut relancer la production, on fait tomber l'exploitation de M. Berthomier, on fait tomber pas mal d'exploitations françaises, non? Ou est-ce que du côté de la Caspienne, on a d'autres préoccupations aujourd'hui? Dans la Caspienne, il y a beaucoup d'autres préoccupations, dont les principales sont, vous l'imaginez bien, très très loin des esturgeons. On ne comprend rien à cette zone-là si on ne sait pas qu'il y a du gaz et du pétrole sous le dessous de la Caspienne. Et donc, même si l'image de l'esturgeon est magnifique, y compris dans cette zone-là, son poids économique n'est peanuts par rapport à celle du gaz ou du pétrole. Donc il n'y aura pas de risque, selon vous, de voir revenir ce concurrent? En termes de concurrence, non. Mais ce qui est souhaitable, c'est que néanmoins, nos collègues à la fois russes, iraniens, kazakhs, azéris et autres soient capables de implanter ou de redévelopper un peu leur population originelle d'esturgeons, ne serait-ce qu'à des fins d'écologie et pour maintenir un petit peu des stocks génétiques aussi variés que possible, et ce qui serait bien aussi pour d'autres espèces de poissons, voire même des oiseaux et ainsi de suite. Voilà. Michel Berthomier, vous ne regardez pas les décisions de la CITES comme le lait sur le feu tous les matins en vous levant en disant pourvu que cette interdiction soit maintenue?
Et je crois qu'il faut se mettre dans l'esprit que ça correspond quand même à quelque chose. C'est-à-dire qu'on n'a pas en face de nous des gens qui, comme des arbitres, en fonction d'un équilibre économique, pourraient décider de prendre une décision ou une autre. Il y a aujourd'hui des inventaires qui sont réalisés, il y a aujourd'hui des enquêtes et des études qui sont faites. Et si effectivement la politique des quotas est maintenue, c'est parce qu'il y a un réel danger de disparition de ces populations d'esturgeons dans leur milieu naturel. Donc l'idée selon laquelle demain matin un responsable de la CITES pourrait se lever en disant réouvrons les vannes. Alors d'abord, d'une part, c'est pas parce que la décision serait prise de réautoriser des quotas extrêmement importants que spontanément et brutalement le niveau des pêches pourrait augmenter. La réalité, c'est le stock. Et le stock, aujourd'hui, il est hautement menacé. Donc non, on ne vit pas dans l'anxiété ou dans la crainte qu'une décision de cette nature soit prise. Je crois qu'aujourd'hui, on vit, et la plupart des consommateurs de caviar vivent dans l'esprit que l'aquaculture est l'avenir et la pérennité de la consommation de ce produit sur la planète. Et comme il a été dit assez régulièrement, l'enjeu il est beaucoup plus dans l'amélioration, la poursuite et la qualité de nos produits que de savoir si demain matin, hypothétiquement, il pourrait y avoir à nouveau des volumes issus de poissons sauvages. Alors, Raphaël Bouchez, avant la décision de la CITES, le marché était assez verrouillé. D'ailleurs, on le comprend bien dans les propos de Michel Berthomier. Au départ, il y avait les caviars de la Caspienne, et puis une toute petite place éventuellement pour un peu de caviar d'élevage. On se souvient même de certains de vos confrères qui disaient « Moi vivant, il n'y aura jamais de caviar d'élevage chez moi ». On voit que l'histoire leur a donné tort. Voilà, absolument. Mais et est-ce qu'aujourd'hui, on ne risque pas d'avoir l'inverse? C'est-à-dire que le marché, il est verrouillé, les Chinois, les Bulgares, les Français, les Italiens. Finalement, il n'y aura plus de place pour un éventuel retour du caviar de la Caspienne, de ce caviar issu d'esturgeons sauvages. Non, mais s'il y a demain un retour d'esturgeons sauvages, donc de caviar sauvage, je pense que ça restera une petite quantité. Ça sera un métier, ça redeviendra un métier de niche, mais en aucun cas, ça viendra affecter ce qui s'est passé ces 20 dernières années dans le caviar d'élevage, parce qu'on est rentré dans une nouvelle ère, développement durable, protection des espèces. L'aquaculture fait partie des choses qui sont dans le quotidien de chacun. Et en aucun cas, évidemment, si demain on a du caviar sauvage, on aura toujours une clientèle qui sera intéressée par ce caviar, on va dire, original. Mais bon, avant que ça arrive, je pense qu'il se passera encore beaucoup de temps. Et en aucun cas, ça viendra affecter le business de l'élevage. Patrick Villio, votre sentiment là-dessus, est-ce qu'on aurait un jour la possibilité de revoir et d'avoir une production de caviar issu d'esturgeons sauvages du côté de l'Aquitaine? Ça fait partie du rêve, des rêves qu'il faut avoir. Mais la réalité, Raphaël Bouchez vient de l'évoquer, il est peu probable qu'à notre échelle de temps, on puisse envisager de nouvelles réexploitations à des fins commerciales de populations qui auraient été soutenues et qui se seraient à nouveau un peu développées. Les longueurs de temps sont tellement gigantesques, la complication, si vous voulez, de gestion de ces populations sont tellement importantes qu'il est peu probable que dans le court moyen terme, en tout cas c'est sûr, on ne puisse à nouveau réexploiter différentes populations, que ce soit chez nous ou ailleurs dans le monde d'ailleurs, à des fins commerciales. Raphaël Bouchez, au début de cette émission, je disais que le caviar, c'était quand même le symbole par excellence du luxe, du raffinement, de la gastronomie. Mais on l'a vu dans le reportage, il y a beaucoup de caviar aujourd'hui qui arrive en grande distribution. Alors, je sais qu'il y a un mot qui vous agace, c'est celui de démocratisation. Mais est-ce qu'on n'est pas en train, avec le caviar, de revivre ce qu'on a vécu il y a 20, 30 ans avec le saumon fumé? Avant, le saumon fumé, c'était un produit qu'on achetait uniquement chez certains traiteurs. Il y avait ce cérémonial de la coupe, de la tranche. Aujourd'hui, on trouve ça en barquette, au rayon frais, en libre-service. Ça va se passer avec le caviar? Alors, évidemment, il y a de plus en plus de caviar en grande surface. Mais même à l'époque du caviar sauvage, nous avions du caviar en grande surface. Il y avait du caviar iranien, il y avait du caviar russe, il y en a toujours eu. Le mot démocratisation, je ne l'aime pas, parce que
en tout état de cause, même un caviar vendu à 700, 800, 1000 euros le kilo, comme on pouvait l'entendre dans le reportage, ça reste un produit cher. Ça ne s'adresse pas à tout le monde. Il y a un des chefs qui disait que pour avoir une bonne portion de caviar, il fallait au moins en manger 30 grammes ou 40 grammes par personne. Donc si vous êtes 5 autour d'une table et qu'il vous faut prendre 150 grammes de caviar, ça reste un produit, ça vous fait 150 euros à 1000 euros le kilo. Il y a un effet prix d'ailleurs, quand on nous dit du caviar 10 grammes à 10 euros, en fait si on fait le calcul au kilo, c'est quand même un produit très cher. C'est 1000 euros le kilo, donc ça il ne faut jamais l'oublier. Donc parler de démocratisation, je trouve un peu le mot trop facile. Par contre aujourd'hui, on essaie de désacraliser, c'est-à-dire d'apporter des outils, des emballages, du packaging, toute cette approche marketing pour justement inciter le consommateur à manger du caviar d'une autre façon, d'une façon un peu plus ludique, plus on va dire plus sexy. Par exemple, vous voyez, nous on a sorti l'Anka de caviar, c'est une petite boîte de caviar, un petit plumier dans lequel on met 15 grammes de caviar avec une cuillère intégrée. Ça s'adresse à une nouvelle clientèle plus jeune. On peut le consommer aussi bien dans le train, dans une boîte de nuit, dans un bar. Et aujourd'hui, je pense que il y a un vrai travail d'éducation pour trouver une nouvelle clientèle avec des prix plus abordables. Vous voyez, une petite boîte comme ça avec un caviar de qualité, ça vaut 25 euros prix de vente public. Donc c'est vrai que dans la tête du consommateur, vous dites, tiens, je peux me payer du caviar. Je peux rentrer dans une approche de consommation de caviar, ce qui n'était pas le cas à l'époque du caviar sauvage, parce qu'on était sur des niveaux de prix très élevés. Et puis même récemment, dans le caviar d'élevage, ça reste très cher. Donc nous, on essaie d'apporter des nouvelles façons de consommer le caviar. Vous avez la caviar box, vous voyez, tous les mois, on sort une caviar box, une recette qui est faite par un chef et qui permet aux consommateurs de pouvoir faire une recette de caviar à la maison à un prix complètement raisonnable. À 49 euros, vous avez 5 ou 6 ingrédients et vous faites la petite recette et ça vous permet de vendre du caviar, ça vous permet de désacraliser, d'avoir cette approche beaucoup plus ludique pour manger du caviar au quotidien. Michel Berthomier, démocratisation ou désacralisation ? Oui, je crois que l'approche désacralisation est la bonne, même si le résultat est effectivement que le champ et le nombre de consommateurs va forcément augmenter. Maintenant, il faut aussi se remettre dans l'esprit qu'il y a 30 ans ou 35 ans, il y avait plus de 1000 tonnes de caviar pêchées et commercialisées sur la planète chaque année. On parle de un peu moins de 200 tonnes en 2014. Donc on est sur des volumes qui sont infiniment inférieurs à ceux qu'ils étaient à l'époque. 1000 tonnes, on imagine volontiers que la population qui consommait ces 1000 tonnes était elle aussi plus importante que celle d'aujourd'hui. Donc je crois qu'il n'y a pas de menace d'être submergé. Je pense qu'il y a un enjeu effectivement à améliorer nos qualités et à les travailler. Laurent Dulot, dans le reportage, disait de façon extrêmement claire quel est notre objectif à travers donc cette démarche IGP Caviar d'Aquitaine. Et je crois que tel est véritablement là le but qu'il nous faut fixer. Un marché en devenir, on le comprend bien, des produits à goûter, c'est ce que je peux vous souhaiter. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt sur Campagne TV.